Je vous propose qu'on débute cette réunion. Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Pour ce nouveau temps fort, donc des rendez-vous du Pacte, nous sommes donc très heureux de vous accueillir à la fois en présentiel et puis à distance sur Zoom. Donc les rendez-vous du Pacte sont organisés par le Greffe Bretagne, mais à la demande de la région, dans le cadre du Pacte d'investissement dans les compétences, Pacte régional d'investissement dans les compétences. Vous le savez maintenant, il s'agit en fait de décrypter les enjeux de la formation et de proposer des thèmes qui nous permettent d'interroger nos pratiques professionnelles et de progresser ensemble. Je suis donc Sylvie Rochard du Greffe Bretagne. Je suis accompagnée de Thomas Robert qui est derrière son ordinateur et qui sera avec vous sur le chat sur Zoom. Et puis aujourd'hui, donc, on vous accueille pour un rendez-vous du Pacte qui s'intitule « Et si on jouait ? Créativité et intelligence collective en formation ». On souhaite donc vous proposer d'explorer les potentiels du jeu en formation. Et donc, on va se poser les questions suivantes. Le jeu pour quel type de formation ? Qu'est-ce que cela apporte ? Et surtout, comment faire pour intégrer le jeu dans ses pratiques professionnelles ? On y associera les outils de la facilitation de groupe, que sont donc la créativité et l'intelligence collective. Donc je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, parce que ça va être à vous de jouer pendant ce rendez-vous du Pacte, et on va vous faire expérimenter quelques jeux et quelques pistes. Voilà, ceci étant dit, donc je vous présente nos deux intervenantes. Alors, Suzon Bossan d'Evolude. Donc, Suzon intervient comme formatrice, comme conceptrice et comme conférencière. Et donc, Evolude propose des formations, crée des jeux pour l'entreprise et des expériences impactantes et drôles. C'est ça, j'ai rien à dire de plus. Et puis parfait. Corinne Landais, donc d'IGEIN. Bonjour Corinne. Donc plusieurs sujets de prédilection, la créativité, la facilitation graphique et l'intelligence collective. Donc vous accompagnez des entreprises dans le management et l'innovation collaborative grâce à des méthodes innovantes et pragmatiques. Eh bien, Suzon et Corinne, c'est à vous de jouer maintenant. Je vous laisse la place. Merci. Merci Sylvie. Alors, bonjour à tous. Dis-moi. Et oui, et si on commençait par poser le cadre ? Si tu veux. Moi, je suis partante. J'allais dire que, en fait, nous, c'est à nous de jouer, mais c'est vous qui allez jouer. Hein. Ouais. C'est pas nous. Tiens, je te donne ça. Merci. On va commencer par un atelier origami. Alors, à distance, ça veut dire qu'il vous faut une feuille pour participer avec nous. Et puis, en présentiel, vous avez trop de chance. On vous a équipé. En règle générale, alors, ça peut être une feuille de brouillon. Hein. L'important, c'est qu'il y ait un côté blanc à cette feuille, c'est tout. Et quand je dis blanc, ça peut être une feuille de couleur. On va construire, vous allez construire une pyramide. OK ? Ouais, je vous sens... OK ? Ah ouais. Pyramide, ça va bien se passer. Pour faire une pyramide, il nous faut une base carrée. Et là, malheureusement, vous avez, et je pense qu'à distance, c'est pareil, une feuille rectangulaire. On va faire comme ceci. Donc, on va plier une diagonale, finalement. Alors, je vais essayer de la plier correctement. Voilà. Donc, quand vous avez ceci, ça vous donne, en fait, à cet endroit-là, la marque, enfin, le point de repère pour plier. Donc, vous avez plié votre rabat et on peut déplier ici. Voilà. Ce qui fait que ça nous donne un carré parfait. Et ce que je vous disais, c'est de mettre ce fameux rabat ici vers l'intérieur du pli. D'accord ? Quand vous avez ce carré absolument parfait, vous voyez, il y a la marque de la diagonale, mais le rabat, en revanche, n'a pas la marque du pli. Donc, on va replier une nouvelle fois avec le rabat à l'intérieur pour que le rabat soit marqué. Un carré, c'est la bonne nouvelle, ça a 2 diagonales. Donc, on va former ici la deuxième diagonale. Donc, on prend, en gros, on fait une croix au milieu. Hein. Ça revient à ça. Alors... si je déplie, j'obtiens ceci. Donc, on va renverser notre pliage. Et là, donc on met le petit chapeau sur le dessus. Ici, vous avez 4 triangles. Sur ces 4 triangles, vous allez en choisir 3. Et vous allez indiquer 3 fois votre prénom sur chacun des triangles. D'accord ? Et ça doit vous donner quelque chose comme ceci. Et maintenant, vous pouvez essayer de former une pyramide. Alors... je vous aide.
vous allez prendre les angles du côté du triangle sur lequel vous n'avez rien noté, peu importe lequel c'est, et vous allez les réunir. Le tout, c'est qu'il faut que votre pyramide, elle tienne. Et que là, si vous la posez en l'état, on est d'accord qu'elle s'ouvre et elle bâille lamentablement. Or, je ne veux pas dire, mais la mienne, elle tient. Pas parce que je suis formatrice, hein. C'est parce que vous aussi, en fait. Donc, ça ne marche pas. Il y a une petite astuce. Je vous montre. Donc, ce que vous récupérez au dos, ici, d'accord ? La partie de papier que vous récupérez au dos, vous allez faire un pli avec. Et ce pli, je vais le mettre comme ça, ce pli doit former une petite flèche, une petite pointe en direction ici, à l'intérieur, de la pointe de votre triangle. Attention, pas du sommet. Eh bien, je vous remercie et je pense que vous pouvez vous auto-applaudir et vous applaudir ici tous les uns. Bravo. On a posé le cadre ? On a posé le cadre. On a posé le cadre. En fait, non. On a commencé à poser le cadre. Pourquoi est-ce qu'on vous fait faire cette activité ? Alors, hormis, parce que c'est super pratique en formation et que c'est un tips très intéressant d'avoir des pyramides avec les prénoms sur tous les côtés. Parce que quand vous animez une formation, vous avez les petits chevalets, voilà, je cherche toujours le mot. Les chevalets qui font que vous voyez le nom des participants, des stagiaires, mais en fait, eux ne se voient pas entre eux. Là, vous avez quelque chose qui permet à tout le monde de savoir qui est qui. Si, par exemple, Maëla, si je lis bien, se retourne, elle verra qu'à côté d'elle, il y a Pascal. Voilà. Donc, c'est vraiment pratique pour ça. Ça, c'est bien, mais ça ne suffirait pas pour y passer 5 minutes comme on vient de le faire. C'est une activité qui est très intéressante pour faire le parallèle entre ce que vous venez de vivre et ce qu'on va vous proposer aujourd'hui dans cette conférence. La première chose, c'est que vous allez expérimenter, comme ce qu'on vient de faire. Vous allez vivre des choses et ensuite, on va capitaliser dessus. Donc aujourd'hui, oui, vous allez jouer, vous allez expérimenter des choses, plein d'activités, et puis on en débriefera ensemble, mais ça va être le fonctionnement. Deuxième chose sur ce qu'on a fait, Corinne et moi, on est passé vous voir, on est venu regarder comment ça se passait, mais on n'a pas fait à votre place. Et dans la vraie vie, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est que nous, on sait les faire, les pyramides, et donc on est là pour vous accompagner, mais on ne fait pas à votre place. Donc là, vous allez jouer, vous allez expérimenter, mais sans nous. C'est vous qui faites. Pareil à distance, on a tout prévu pour que vous puissiez participer. Troisième chose intéressante à dire sur cette pyramide, c'est que je vous ai menti, sachez-le. Je vais reprendre ma pyramide, mais ça n'est pas une pyramide. Non, je vois des non face à moi, c'est pas une pyramide. C'est quoi ? Ça n'est pas un chapeau. Non, ce n'est pas un chapeau. Une pyramide, ça a une base carrée. Ça a une base triangulaire. Les pyramides d'Égypte, elles ne ressemblent pas à ça. C'est un tétraèdre. Sauf qu'imaginez, si je vous avais dit, bon ok, atelier origami, on fait un tétraèdre. Vous sentez que c'est vachement... Déjà, la pyramide, ça fait un peu peur. Alors, autant vous dire que le tétraèdre, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Ça va être notre objectif à Corinne et à moi, de faire attention à notre vocabulaire, à être le plus abordable, le plus accessible possible. Enfin, évidemment qu'on vous donne les bons mots, mais parfois, l'objectif prime, et puis après, on explicite. Mais on fait attention à être comprise. Et si ce n'est pas le cas, vous nous demandez, en fait... Autre parallèle que l'on peut faire sur la manière, ça va nous permettre le fameux cadre, poser le cadre. Quand vous faites cette activité, en général, vous avez des petites voix dans la tête. Ces petites voix, elles sont de deux ordres. Les petites voix qui sont positives, qui sont sympas et qui vous disent « Oh, ça va, c'est cool, on fait des pyramides en origami, ça va. » Et puis les petites voix un petit peu moins positives qui vous disent « Je comprends rien à ce qu'elle raconte. » Non mais moi, en plus, ça tombe pas bien. J'ai pas écrit dans le bon sens. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire avec son pli derrière ? Pourquoi ils y arrivent tous, pas moi ? Attends, c'est moche en plus. Enfin bref, vous les voyez ces petites voix ? C'est bon, ça vous rappelle des choses ? Chacune les nôtres. Elles sont normales parce que vous faites quelque chose pour la première fois. Ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup plié de pyramides dans votre vie. Donc il est probable que vous ayez ces petites voix. Si on décidait aujourd'hui, et ce serait bien, d'être bienveillant avec soi et de faire taire ces petites voix. Alors, on ne peut pas vraiment les enlever, mais en tout cas de leur dire « Eh oh, pendant le temps de la conférence, là, je mets de côté, je lâche l'affaire, c'est pas grave si c'est pas parfait, d'accord ? Je suis bienveillant avec moi. » On y va ? On y va. Vas-y, je t'en prie. La bienveillance, tant qu'à faire, on peut l'appliquer aux autres.
Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Si on peut l'appliquer aux autres, c'est cool. Sur le panneau que vous montre Corinne, il y a un deuxième mot, exigence. Parce que si on met que la bienveillance, c'est un mot très à la mode, mais si on met que la bienveillance, en fait, on en devient complaisant. Et que, surtout dans la formation, c'est bien dommage d'être complaisant parce qu'on ne se met pas le coup de pied aux fesses quand il faut pour apprendre, donc si c'est vers soi, l'exigence, et vis-à-vis des autres, on ne les aide pas à progresser. Donc c'est vraiment les deux. Il faut trouver le juste équilibre entre pas se mettre de pression. Oh, t'es trop merveilleuse. Tu les installes. Et puis pas se mettre de pression, mais en même temps réussir à être, à y aller, quoi, à prendre des risques. Ça va avec, c'est le troisième, excuse-moi, je l'ai peut-être pas mis dans l'ordre. Vas-y. Ça va avec, parce que je l'ai évoqué là en disant prenez des risques. Dans le prendre des risques, il faut que vous puissiez vous accorder le droit à l'erreur. Donc ce fameux droit à l'erreur, vous l'avez peut-être expérimenté en n'écrivant pas correctement votre prénom. Encore, je dis pas correctement, peut-être pas dans le bon sens. Ou que vous ayez coupé peut-être le rabat alors que je ne l'avais pas dit. Ou que c'est pas très bien plié et c'est pas grave en fait. C'est la première fois. Ou c'est pas présenté dans le bon sens. Ou c'est pas présenté dans le bon sens. Ce n'est pas grave. En fait, on est là pour apprendre. Et je ne vous apprends rien en vous disant que la pédagogie par l'erreur, ça marche vraiment super bien. Quand vous avez fait cette pyramide, alors je suis désolée, mais à culpa, parce qu'à distance, surtout si vous êtes tout seul, ça ne fonctionne pas. Mais en présentiel, nous, avec Corinne, on l'a vu. Et on vous propose de poser un cadre d'entraide. Parce que, on a bien vu que là, même si on ne se connaît pas, on montre à son voisin et à sa voisine comment se débrouiller. Et que ça, on va garder pour aujourd'hui, pour l'heure et demie qu'on a à passer ensemble. Entraide, et puis aussi, notre notion, c'est bien de copier aussi, de regarder ce qui se passe à côté. Et voilà. Et de bannir cette notion de copier, c'est tricher. Au contraire, les autres aussi sont une source d'inspiration. Et d'entraide, justement, pour pouvoir avancer ensemble et apprendre ensemble. Et sortir de cette notion copier, c'est tricher. Le dernier élément de cadre qu'on vous propose, c'est l'humour. Alors, on peut faire des chorégraphies, on peut faire des blagues. Moi, je fais toujours une blague. Alors, je vais peut-être pas déroger. Je ne vais pas déroger. Quelle est la moitié Quelle est la longueur de la moitié du tout? En distanciel, vous pouvez mettre dans le chat. Quelle est la longueur de la moitié du tout? C'est une vraie longueur. Un quart. J'ai entendu à ma gauche. 0. J'ai entendu. C'est quoi? C'est 3 mètres, je répète. C'est donc 3 mètres. C'est la bonne réponse. Oui, Isabelle Leverne a répondu 3 mètres. Alors, parce que le tout, c'est de 6 mètres. Oh. Voilà. Alors, normalement, on me dit qu'on a posé le cadre avec le droit à l'erreur et que j'ai donc droit de faire toutes les blagues que je veux. Mais en tout cas, si on peut passer un moment sympathique ensemble, tant qu'à faire... Voilà. En créativité, Corinne? Alors donc, cette notion de cadre, elle est aussi très très présente dès que l'on fait un atelier de créativité. Je vais vous redéfinir après la créativité, mais c'est cette notion où on va animer un groupe pour que chacun puisse s'exprimer. Et pour s'exprimer, il faut qu'on soit à l'aise. On a besoin de fixer ce cadre. Et donc les règles de vie, elles sont aussi primordiales pour que les personnes soient en confiance, pour oser exprimer des idées différentes. Et donc on va effectivement poser des notions... Alors, c'est à peu près les mêmes règles. La notion d'exigence, elle est moins présente parce qu'on est plutôt sur le fait de oser. Oser. Et donc, il y a une autre règle qui est importante, c'est la règle du 1 égale 1. La vie de l'un compte autant que la vie de l'autre pour qu'on ait aussi une équité d'expression et qu'on ait une responsabilité de chacun à s'exprimer dans un groupe. Mais véritablement, cette notion de fixer un cadre au début d'un atelier collectif, il est primordial. Alors là, on vous l'a présenté en vous présentant effectivement les cartes. On peut aussi fonctionner d'une autre façon. Moi, je fonctionne énormément comme ça. C'est que je demande au groupe de quoi est-ce que vous avez besoin pour avoir des idées ensemble. Et c'est le groupe lui-même qui va fixer ses propres règles de vie. Et donc souvent, la première chose qui vient, c'est écoute, bienveillance, effectivement, et beaucoup d'autres mots. Mais c'est le groupe qui s'approprie et qui écrit ses propres règles. Et qui va créer son propre cadre et qui va permettre aussi au groupe de s'auto-réguler. Ce qui est assez fantastique en tant que facilitateur, c'est qu'une fois que ces règles de vie sont fixées par les participants, c'est eux-mêmes qui vont se réguler pendant l'ensemble de l'atelier.
Ça, c'est juste merveilleux, hein, de plus avoir à gérer les comportements de groupe et ça marche vraiment. Hein. Tu confirmes? C'est primordial. Et c'est vraiment merveilleux. Cette notion de facilitateur où vous vous mettez en posture basse et c'est le groupe par lui-même qui va s'autoréguler sur ces règles de vie collectives. Et donc après, vous pouvez simplement vous référer aux règles de vie collectives qui sont fixées par le groupe. Mais ça crée effectivement une autorisation à être acteur de l'atelier, de la formation à part entière, dès le début de la session. C'est d'autant plus important quand vous allez faire des activités qui vont sortir de l'ordinaire, des ateliers créativité, des ateliers d'intelligence collective ou du jeu, eh bien, que les personnes soient rassurées d'être dans un cadre qui est sécurisant, en fait. Sinon, ils n'iront pas. Donc, prenez toujours le temps de poser ce cadre. Donc, on était sur le principe, effectivement, de parler de créativité dans cette conférence. Alors, créativité, c'est l'aptitude à avoir des idées nouvelles en fonction d'un contexte donné. Et donc, aujourd'hui aussi, quand on est en phase d'apprentissage, c'est de solliciter la créativité de nos participants pour oser exprimer des nouvelles idées, des nouvelles approches. Et donc, véritablement, la créativité, elle est aussi primordiale à stimuler aussi auprès de vos participants. Parce que, comme disait Carl Rogers, la créativité, c'est être soi. Et donc, l'individu se sent reconnu aussi et acteur de sa formation. Et on a de plus en plus des participants qui ont besoin de se sentir aussi reconnus en tant qu'individus. Donc, cette règle du 1 égale 1, elle est aussi primordiale dans les règles de vie à se fixer. Se connecter à sa créativité pour pouvoir aussi être en acte de transformation, pour oser faire des choses différentes. On a aussi besoin, en fin de compte, de prendre confiance en soi. On a tous ce talent pour être créatif. Et donc, stimuler la créativité de vos participants pour trouver des solutions sur votre sujet d'apprentissage va leur permettre aussi de prendre confiance en eux. Et puis ensuite, se connecter à la créativité, ça permet aussi d'aborder des formations en format ludique, amusant, et de créer aussi une adhésion, un engagement beaucoup plus fort de stimulation. Et donc ça crée évidemment une émulsion joyeuse, parce qu'on va solliciter un autre cerveau. C'est Albert Einstein qui disait « la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». Et donc c'est vraiment de sortir d'une réflexion rationnelle, de compréhension, pour apprendre autrement, justement grâce au jeu et à l'amusement. Et ça, c'est OK. C'est-à-dire aussi, c'est de combattre cette notion on doit être sérieux pour comprendre. Non, bien au contraire. Et puis, bien sûr, comme on l'a vu tout de suite, on a le droit à l'erreur. Et ça, c'est aussi de combattre ce mode de pensée que l'on a souvent. On voudrait savoir faire du vélo dès le début. Ben non, on a besoin de tomber pour pouvoir apprendre à faire du vélo. Ben là, c'est pareil. Quand on apprend, eh bien, on est là aussi pour apprendre de nos erreurs et donc de oser faire des choses différentes. Donc, ça veut dire aussi de se mettre en connexion avec sa créativité. Créativité, je vais vous partager aussi quelques phrases magiques que j'utilise pour justement stimuler ou mettre les personnes dans cette posture d'avoir leurs propres idées sur un sujet. Comment est-ce qu'on peut les stimuler? Alors, je vais simplement vous partager trois phrases magiques que j'utilise, que vous allez pouvoir réutiliser quand vous êtes dans un acte de formation pour stimuler aussi les idées de vos participants. La première phrase magique que j'aime utiliser, c'est la notion du « et si ». Et si, c'est un peu comme les enfants. Et si on faisait ci, et si on faisait ça? C'est intéressant le fait de leur donner cette notion du « et si » parce que c'est une autorisation à donner plusieurs pistes de solutions potentielles. Et que l'on sorte aussi de cette phrase de « la bonne solution, c'est ». Et donc de pouvoir proposer aux personnes de lister un maximum de solutions possibles sur un sujet. Donc cette posture du « et si », elle est là aussi pour libérer une expression créative, de façon très, très simple. Autre mot magique que je voulais vous proposer, c'est le « comment faire pour ». Comment faire pour? C'est une autre phrase de Mohamed Ali qui disait « l'impossible est temporaire ». Une personne qui est créative voit toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et face à une problématique, sera toujours en recherche de solutions. Et pour rechercher des solutions, c'est de se dire comment faire pour. Souvent, nos participants aux formations ont tout de suite les objections ou les freins, effectivement. Donc, à partir d'un frein, de se dire comment faire pour.
Ok, j'entends. Comment faire pour? Quelle solution on pourrait avoir ensemble pour mettre la personne en posture d'action ou de réflexion? Ça, c'est le deuxième mot magique que vous pouvez réutiliser pour systématiquement chercher avec les participants les solutions. Et enfin, une autre posture que je mets souvent dans les règles de vie, dans les règles de vie, dès le départ aussi, lorsque les personnes s'expriment, moi je viens aussi le rajouter, c'est de proposer, d'inviter le groupe à sortir d'un mot que l'on dit souvent, qui est le fameux « oui, mais ». Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, mais en même temps, c'est pas facile. Oui, mais c'est pas évident. Oui, mais on a déjà fait. Oui, mais on n'a pas le temps. Et de proposer pour le remplacer un oui et. Un oui et qui ouvre à aller chercher d'autres solutions. Et là, on n'a pas du tout la même posture. Le oui mais ferme. Je ne vais pas passer à l'action, je vais alors que le oui et va permettre d'ouvrir et d'aller chercher des solutions. 3 mots magiques. Ensuite, voilà, c'est quelques petits tips que je voulais vous partager pour justement mettre les personnes à solliciter leurs idées. Une autre approche de créativité que l'on utilise très souvent, c'est ce qu'on appelle le photolangage. Donc là, on a Susan qui tient quelques cartes avec elle. Le photolangage, c'est le fait d'utiliser une base de visuel qui va vous permettre de pouvoir d'inviter le groupe à pouvoir s'exprimer autour d'un sujet. Alors, il existe plusieurs bases. Hein. La base que j'ai avec moi, c'est celle d'une facilitatrice en créativité qui l'a créée et qui l'expérimente. Moi, je l'utilise depuis maintenant 8 ans, celui-ci, qui est très, très bien. C'est des visuels. Ça peut être des bases avec des jeux tels que le Dixit. Je vais changer. Ouais, peut-être, ouais. Vous pouvez aussi vous le faire par vous-même. Vous collectez des images et vous allez pouvoir les proposer aux participants. Et l'idée, c'est du photolangage, c'est à partir d'une base de visuel, de demander aux personnes de pouvoir choisir un visuel qui va illustrer. Eh bien, il y a plusieurs consignes possibles. Ce matin, j'étais avec des personnes d'une entreprise que j'ai formée et on faisait un retour d'expérience auprès des autres personnes et c'était super intéressant parce qu'ils utilisent le photolangage maintenant dans des ateliers et ils demandent c'est quoi l'objectif de notre atelier. Choisir un visuel qui représente l'objectif de l'atelier. Eh bien, les participants viennent choisir un visuel pour représenter et se présenter différemment. Et on a des expressions, je reprends les propos ce matin, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus pertinents pour que les gens puissent s'exprimer autour d'un sujet. Donc, vous allez avoir aussi, c'est aussi une première autorisation, on parle souvent aussi de briser la glace, mais c'est une autorisation aussi pour que les gens se présentent différemment aussi entre eux. Le fait d'aller chercher un visuel pour se présenter autrement. Ça, c'est quelque chose qui marche aussi très, très bien au début d'une session de formation, de proposer une base de visuel. Et c'est impressionnant. À partir du moment où tu mets le jeu de visuel au sol, tu as les gens qui se montent dessus pour aller choisir un visuel. Ah bah tiens, moi je prendrais ça et moi je ferais celui-là. Tu veux dire que tu mets les choses au sol, Corinne? Ouais, j'aime bien. Alors ça, c'est aussi la notion de mouvement aussi qui est importante. Mais donc voilà. Donc le photolangage, c'est aussi une utilisation ludique qui fonctionne très très bien pour aller s'exprimer autrement. Créativité, avoir des idées différentes. Donc s'exprimer autrement, c'est une utilisation. Alors on va vous proposer une expérimentation de cette notion de photolangage. On va vous inviter on va se remettre en groupe. Ouais. Je te laisse donner la consigne. Voilà. Donc vous allez avoir 7 minutes pour pouvoir chercher. Alors il y a cette notion aussi de jeu. Hein. Au minimum 3, voire 6, si vous arrivez. Challenge. C'est le challenge. Hein. Mais au moins minimum 3, de pouvoir choisir pour un visuel quel intérêt d'utiliser le jeu en formation. Donc sur le PDF que vous avez téléchargé à distance, que vous pouvez d'ailleurs partager en petits groupes, il y en a un qui le projette et partage, sinon vous, il est là. Donc je vous le montre, c'est de se dire, ben voilà, ça c'est tel intérêt de mettre du jeu en formation, ça on pourrait dire, oui, tel intérêt, ça serait bien, le jeu en formation, ça permet de, pim, c'est ça. Et oui, on a choisi des images tout à fait... Et donc, la consigne, ça devient... Ce visuel me parle parce que, comme ce visuel, un intérêt d'utiliser le jeu en formation, c'est. Ce visuel me parle parce qu'un intérêt
pour utiliser le jeu en formation, c'est... En fait, on a toutes les propositions qui ont été cochées déjà. Il y en avait 12, et il y a 12 petits bouts de camembert. Alors, cibler les apports, ça m'intéresse bien de rebondir sur cet usage du jeu en formation qui est pas choisi ou peu choisi, puisqu'il y a un vote. Cibler les apports, quand vous faites jouer des stagiaires en formation, vous allez évaluer. Déjà, vous allez faire tomber les masques, tous les masques sociaux, tout le « ah oui, je pense qu'il faut faire comme ça, donc je me mets dans le rôle qu'on attend de moi » ou dans les pratiques que j'attends, enfin que je présuppose étant les bonnes pratiques. Je vais être finalement très naturel. Et ça va vous permettre, si vous mettez un jeu en début de formation ou en début de séquence, d'aller regarder où est-ce que sont, où en sont finalement vos stagiaires, et d'aller faire des apports ciblés sur là où il y a besoin et non pas sur voilà, tout le programme que vous aviez peut-être prévu de faire ou de passer très vite sur certaines parties. Je vous donne un exemple très concret que je donne souvent. Moi, j'ai utilisé beaucoup en formation le jeu Chinatown, qui est un jeu où on peut travailler toute la démarche commerciale. Donc de la découverte des besoins jusqu'à l'argumentation, la réponse aux objections. Enfin voilà, on va voir vraiment toutes les étapes. Et selon les participantes et les participants, on ne va pas du tout avoir le même apport. Pour certains, on va avoir un apport qui va être lié à la découverte des besoins et on va passer du temps. Alors du coup, ça va profiter au groupe, mais on sent bien que là, il y a quelqu'un qui va pas poser de questions, passe tout de suite à autre chose, se pose pas la question de qu'est-ce qui plairait, enfin voilà, de quoi l'autre a besoin. Et puis peut-être qu'on va pas faire d'apport ou très peu sur les arguments, parce qu'on voit bien que ça c'est assez fluide, il développe, etc. Par contre, les objections, ça bloque. Bon, et bien dans ce cas-là, pareil, on va faire un apport. Donc le côté cibler les apports, ça peut être pendant le jeu, si c'est le jeu qui guide toute votre formation, ce qui était le cas dans l'exemple que je vous prends, où le jeu dure 4 à 5 heures. Donc autant vous dire que ça prend de la place dans une formation. Mais ça peut être en début pour qu'ensuite vous allégiez des contenus à certains moments pour renforcer d'autres et avoir une formation qui soit plus adaptée à votre groupe et que les points vraiment à développer, finalement, on ait plus de temps pour les développer. Donc c'est vraiment intéressant finalement dans ce sens-là. Alors j'ai entendu, et on a un peu pris ce parti de vous faire rentrer dans les cases. J'avoue, on vous fait rentrer dans les cases. Simplement pour vous faire découvrir, et on va revenir sur la technique du photolangage, et on savait que ça allait être un peu frustrant, donc j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible, et je suis ravie de voir que vous trouvez des avantages encore, voilà, d'autres encore que ceux auxquels j'ai pensé. J'ai vu la notion de liberté, effectivement, retrouver de la liberté dans le jeu, je vais y revenir après, plus tard, mais c'est un essentiel du jeu. Donc oui, bien sûr. Après, ça dépend de la formation que vous portez. L'apport de la liberté, voilà, ça peut, dans certaines formations, être très important, dans d'autres, un petit peu moins, on verra. Est-ce qu'il y a peut-être des choses, je regarde rapidement, alors je ne reviens pas sur les grands... Voilà, ce que vous choisissez tous, je pars du principe que favoriser l'innovation, la créativité, tester de nouveaux comportements, ça c'est génial, hein, parce qu'on n'a plus ces fameuses barrières et on peut expérimenter vraiment d'autres façons de faire. Donc ça ouvre des possibles, notamment parce qu'on a le droit à l'erreur. La motivation, c'est quelque chose qui est très souvent dit. Est-ce qu'on peut remonter jusque je vois le bas du tableau? Super. Donc le droit à l'erreur qui est en parallèle de celui que je viens de donner. Quand on anime, alors celui-ci je l'aime bien aussi, rendre concret les notions abstraites. Je prends un exemple, mais expliquer, et je vais prendre les enfants. Expliquer à un enfant le mécanisme de la bourse, comment vous dire, c'est un petit peu complexe. D'accord ? Vous faites jouer un enfant avec des mécanismes, un jeu avec des mécanismes qui sont des identiques à un système boursier, d'offres, de demandes, de montée des prix en fonction de, etc. Il sort du jeu, il a compris. Il est capable de vous expliquer, alors pas avec peut-être pas les mots savants, mais il a vraiment intégré et compris ces notions-là.
Donc ça marche extrêmement bien et ça marche aussi pour les processus. Quand vous avez un process à faire comprendre, des étapes à bien conscientiser, le jeu s'adapte très très bien à ça. Bon, après je serai à votre disposition pour reparler de tous les points que je n'ai pas évoqués là, mais dites-vous que là c'est peut-être le moment de se dire « Ouh là là, je vais garder en tête tous les 12 points, on les communiquera après dans le support ». Tous ces 12 points, oui, vous pouvez vous dire que c'est vraiment des points essentiels d'usage du jeu en formation. C'est là où, en fait, la créativité dans ce cadre-là et les jeux, on va rejoindre quelque chose de similaire sur la posture que vous allez adopter en tant que formatrice ou formateur. C'est que faut lâcher prise, en fait. Parce que là, vous ne savez pas ce qui va sortir des images et des idées qui vont être générées par ces images. Donc, et tout est OK. Et quand vous allez faire jouer, on ne sait jamais comment ça va se terminer, de quoi on va parler. Alors, bien sûr, on n'a pas choisi notre jeu au hasard et on sait quels sont les apports. Mais parfois, dans l'exemple que je vous prenais tout à l'heure, on va passer beaucoup de temps sur la découverte des besoins, pas beaucoup sur le reste. Et on ne le sait pas avant de jouer. Mais c'est les besoins du groupe qui s'expriment. Donc, ça veut dire que nous, on lâche prise avec notre déroulé tout fait. Et voilà, j'ai mon plan avec tant de minutes sur tel truc et tant de... Voilà. Ça fait partie du lâcher-prise global quand on anime autrement. Mickaël demande à distance également si les images du photolangage sont choisies ou si c'est un peu au hasard que vous avez proposé ces différentes images. Alors, donc, en fin de compte, moi, je voulais le faire de façon la plus libre possible. Mais Susan a voulu faire une présélection. En vrai, elle m'en a proposé 9. Et parmi les 9, j'ai dit ça fait trop, donc j'en prends 6. Donc oui, j'ai choisi parmi les 9. Et moi, je les ai tirés au hasard. Ça ne fait pas une grosse présélection. J'en ai 100. Tu vois, dans mon jeu de cartes, j'en ai 100. Voilà. C'est un jeu de cartes. Donc là, j'en ai quelques-uns, mais vous... Non, qui existe. C'est donc, je vous donnerai les références après en référence par la suite si vous voulez l'utiliser. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il existe en version numérique quand on veut aussi travailler à distance. Et par rapport aux différents jeux de photolangage que j'ai déjà trouvés, c'est bien le format A5 parce que c'est visuellement plus visible pour un groupe. Et il tient vraiment bien dans le temps aussi dans les usages. En fait, votre photolangage, donc honnêtement, vous pouvez prendre vos photos dans des catalogues. Vraiment, et vous pouvez le faire au hasard, parce que de toute façon, le groupe va se raccrocher et trouvera des idées. Vous pouvez faire quelques sélections de 2-3 images, mettre le reste au hasard. Enfin, voilà, faites-vous confiance. De toute façon, ça se passe d'expérience, toujours bien. Dans les supports que vous pouvez utiliser, donc j'ai sorti, ici, vous avez Dixit, donc un jeu de société qui commence à être très connu aujourd'hui, qui est aux éditions Libellude, qui propose plein de visuels très riches, parce que comme le jeu est conçu pour avoir plein d'interprétations sur chaque image, il y a des détails sur chaque image très intéressants. La limite, comme l'a dit Corinne, c'est que là, on est sur des petits formats, donc voilà, il faut multiplier. Et puis, alors vous avez, je pense à Speech aussi, un jeu qui a des images très simples que vous pouvez utiliser en photolangage. Petit point de vigilance sur Dixit, vous avez des extensions qui ont des thématiques, et il y a des thématiques assez noires. Donc, veillez, en achetant votre deck de cartes Dixit, de valider que ce soit des images plutôt positives, peut-être. Après, je ne sais pas ce que vous faites comme formation, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais voilà, choisissez bien votre deck de cartes, en tout cas avec vos objectifs pédagogiques. Moi, j'en ai créé un. Sinon, vous allez... faites attention au droit, quand même, des images que vous utilisez. Voilà. Mais vous pouvez créer des supports avec des images en rapport avec la thématique. Ça prend du temps. Ou une autre utilisation que j'aime bien faire, c'est ce que j'appelle moi la piscine d'images. C'est-à-dire que vous découpez dans des magazines plein de visuels, et ce qui permet en fin de compte de faire des collages aussi de préconisations de solutions. Et les personnes viennent piocher dans les différents visuels pour préparer un poster de présentation des solutions. Ça, c'est une utilisation effectivement qui fonctionne aussi super bien. Et donc pour s'approprier la représentation de la solution en utilisant une piscine d'images, donc plein de visuels découpés dans les magazines. Moi, je vois très bien ça en réactivation.
comment est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez appris d'hier, et dans cette piscine d'images, vous venez créer finalement quelque chose qui va venir réactiver, remettre en mouvement ce qui a été vu la veille, hein, et les concepts qui ont été abordés. Alors moi, je vais réactiver quelque chose. Question de vocabulaire, Susan. Très bien, merveilleux. Quelle est la différence entre gamification et serious game? Pour vous, c'est pareil? Alors, je vois pas la distance, hein, mais un oui dans le chat, c'est pareil ou c'est pas pareil? Ou parce que je pose la question, c'est pas pareil? Alors, je vois non, c'est pas pareil. C'est génial si pour vous, c'est pas pareil. Je vais juste le clarifier en 3 mots. Gamifier, c'est sur une activité qui a un... Alors, je vois non, pas pareil, c'est super. Le process n'est pas le même non plus. En fait, vous prenez une activité, quelle qu'elle soit, ça peut être une action de formation, une séquence de formation, mais ça peut être toute autre chose. Et quand vous la gamifiez, c'est juste que vous rajoutez un élément qui est issu de l'univers du jeu. Donc, si je rajoute en formation un jet de dés pour savoir qui va répondre à la question, j'ai gamifié ma séquence. Si je fais tirer une carte question plutôt que de poser une question sur un diaporama, j'ai gamifié ma séquence, j'ai mis un jeu de cartes. D'accord? Donc ça, c'est de la gamification. C'est une petite surcouche, en fait. C'est très efficace, ça permet de redonner de la motivation, mais ce n'est pas le même usage qu'un serious game. Un serious game, et là, je veux bien la diapo avec le dé au milieu. Un serious game, finalement, c'est un jeu, game, qui est serious, qui est sérieux, donc qui a une fonction utilitaire. Une fonction utilitaire, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une fonction utilitaire de formation pédagogique. Donc ça veut dire que c'est un jeu auquel on va adjoindre un objectif ou plusieurs objectifs pédagogiques. Je vais juste vous dire ce que c'est qu'un... Je vais me mettre là. Ce que c'est qu'un jeu. Un jeu, alors je ne sais pas si vous voyez bien, sinon je vais les dire, de toute façon. Donc c'est une activité qui est... je vais commencer par régler. Il y a des règles du jeu, un jeu. Sinon, c'est compliqué. Elles peuvent être très simples, hein, les règles, mais elle est réglée. Elle est incertaine, on ne sait pas quelle est l'issue du jeu. Sinon, c'est plus drôle d'ailleurs, c'est même plus un jeu. Si vous savez qui va gagner en 3 tours, je sais pas moi, vous jouez au Monopoly, et tout de suite, l'autre a 4 hôtels, 10 maisons, et vous avez une maison et 2 terrains, vous allez jouer jusqu'à la fin de la partie, mais vous voyez bien que c'est plus trop un jeu, quoi. Plutôt une source d'ennui. Donc, il faut qu'on ne sache pas qui va gagner et comment va se dérouler la partie. Pareil pour les échecs. Hein. Si vous jouez face à un champion du monde des échecs, c'est pas vraiment un jeu, quoi. Ouais. Elle est improductive, cette activité. Le jeu est improductif, c'est-à-dire qu'il ne produit pas de choses dans la vie réelle. Et c'est là où ça coince avec le serious game. Parce que nous, on demande au serious game de produire de la connaissance, de la compétence. Et du coup, c'est le point de friction entre un jeu et un serious game. C'est sur cette improductivité. Et c'est pour ça que souvent, les enfants, quand vous leur achetez des jeux pédagogiques, ils ne trouvent pas que ce soit des jeux. Hein? Ils trouvent ça nul et ils ne jouent pas. Ils auront une fois, quand vous leur offrez, ils ouvrent le paquet, ils disent « Ah, c'est bien », ils jouent une fois, ils se rendent compte que c'est nul et puis ils ne jouent plus. Donc, parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle le cercle magique, c'est-à-dire un moment où on est vraiment à part, ça rejoint l'activité séparée. On est en dehors de la vie réelle et donc on va pouvoir expérimenter plein de choses. Ça, c'est ce qu'on recherche pour le coup. Et ça n'aura pas de conséquences. Ça veut dire qu'un jeu, un serious game, un jeu pédagogique, ne doit pas être utilisé en sanction de formation. Ça n'est pas son usage. C'est pas comme ça que vous allez évaluer si quelqu'un a son diplôme ou pas. Sinon, on voit bien que l'improductivité, waouh, j'ai quand même l'enjeu de mon diplôme. Donc non, j'ai la pression et c'est plus un jeu du tout. D'accord? Donc je peux l'utiliser pour l'apprentissage, mais pas pour valider une formation, par exemple. Le libre, c'est l'adhésion qui est libre au jeu. Et là encore, on a un petit point de friction avec les serious games, c'est que on est en formation. Alors on joue par obligation, puisqu'on est là sur une activité de formation. Alors après, c'est le dosage de comment est-ce qu'on fait pour conserver quelqu'un qui ne veut pas jouer et qui, en même temps, pour votre progression pédagogique, vous aviez prévu un jeu. Donc ça serait bien qu'il joue quand même. Mais en même temps, s'il joue et qu'il est obligé, c'est plus un jeu. C'est compliqué. Hein. Moi, je vous invite, déjà, la petite astuce, c'est le vocabulaire que vous allez employer. Maintenant que vous savez ce que c'est que la gamification et un serious game, quand vous proposez un serious game, eh bien, ne dites pas « on va jouer ».
Parce qu'il y a des gens pour qui jouer en formation, c'est pas sérieux. Et il y en a plein. On va perdre du temps, on n'est pas là pour s'amuser, on ferait mieux autrement, etc. Donc dites-vous, ça je peux pas trop. À l'inverse, d'ailleurs, même conseil, évitez le mot exercice. Parce que l'exercice, ça renvoie d'autres catégories de gens à la notion de ça s'est pas bien passé à l'école, il y a une sanction, il y a quelqu'un qui va me dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Donc tout ça, ça renvoie, ça peut générer en tout cas des résistances. Exercice et jeu. On est dans les deux extrêmes, hein, mais on a des résistances. Moi, le mot que j'utilise au milieu, activité. C'est bien une activité. On est bien en formation, ça colle bien, activité. Et en même temps, un jeu, c'est une activité comme une autre. Et ça passe, et ça évite les résistances de prime abord, en tout cas. Après, à vous de savoir comment est-ce que vous vous positionnez pour dire, venez avec nous, on va jouer, ou enfin, en tout cas, on va faire cette activité, et pour les faire adhérer. Le cadre participe à l'adhésion, hein, clairement. Comment vous posez votre cadre, c'est pour ça qu'on a insisté dessus, c'est que c'est à ce moment-là que vous jouez l'engagement dans votre formation et donc à utiliser toutes les modalités pédagogiques que vous mettez en œuvre, y compris les serious games si vous en mettez. Donc, en tout cas, ce petit point de détail étant passé, je vous propose de faire une activité. Ouais, dis-moi. Séparer, oui. Alors, je vais répéter. On reformule le séparer. Donc, le séparer, c'est une activité qui est différente de l'activité du monde réel. Et donc, en l'occurrence, un jeu va être souvent beaucoup plus efficace quand il est complètement décorrélé de ce qu'on attend de nous. Point de vigilance sur les jeux de rôle. Merveilleuse question, c'est Maud, hein, j'ai repéré ton prénom tout à l'heure. J'apprends les prénoms de tout le monde. Pas à distance. En tout cas, j'ai perdu le fil. Du coup, oui, jeux de rôle. Les jeux de rôle, souvent, on met les gens dans une position de jouer ce qu'ils vivent dans la vie réelle. Eh ben, on va faire, je reprends, les vendeurs, c'est ce qu'on leur fait faire souvent, ou alors une situation de gestion client, relation clientèle, tiens, je vais gérer tel client, et on va faire une mise en situation, un jeu de rôle. On n'est plus du tout séparés. On est exactement dans un copie-calque de la vie réelle, avec tous les enjeux vis-à-vis de mes collègues, de me dire, oui, mais si je suis pas bon, voilà, avec plein d'enjeux, voilà, de situations de, je vais montrer mon incompétence, enfin, toutes les peurs qu'on a. Si on décale et qu'on fait gérer, non pas une relation client, mais une négociation avec des Sioux, des Indiens, le calumet de la paix, et puis dans un western, on est sur une activité qui est séparée, décorrélée complètement de la vie réelle, et qui permet le droit à l'erreur. Parce que franchement, négocier un accord de paix avec les Indiens, voilà, je me sens pas en danger si je rate. Or, j'aurais mis les mêmes compétences en jeu que si j'avais négocié dans ma relation client ou avec un fournisseur ou autre. D'accord ? Donc c'est ça l'activité séparée. On vous fait donc faire une activité. Alors, vous, je peux dire jouer, hein. On va jouer. Je vais vous proposer de tester, si vous peut-être certains connaissent, le jeu concept. Ouais, parfait. Eh ben, on va jouer à concept. Je vous ai préparé une slide donc, qui va afficher le plateau. C'est un jeu que vous pouvez utiliser très bien en réactivation, c'est-à-dire au moment où vous voulez que les stagiaires se remémorent ce qui a déjà été vu en formation. Alors, ça s'affiche sur vos écrans. Vous avez un board avec, un tableau, avec des pictos. Et le principe du jeu que je fais est très simple, c'est que moi, j'ai un mot à vous faire deviner et je vais y mettre des petits pions pour vous indiquer quels sont les items et puis les items correspondant à un jeu. Alors, slide 2, je vous ai mis un exemple. J'ai pas mis la traduction, alors il y en a derrière. Ouais, c'est pas super. Alors ici, j'ai mon mot principal, mon idée principale, c'est le point d'interrogation vert. Donc j'ai un liquide. Là, c'est de l'alimentation qui se mange. Et ici, j'ai blanc. Je vous écoute. Oh, du lait. Bingo. Vous êtes trop fort. Bravo. Voilà. Bon, maintenant, on fait un vrai. D'accord ? Donc c'est la diapo 4. Ah, il y en a plusieurs. J'ai mis, je vais le redire pour tout le monde, comme ça vous allez m'entendre. Il y a des sous-concepts. Alors ici on a des challengers. Hein.
Donc en bas, j'ai jeux et jouets, c'est mon activité, mon concept principal. Sport, loisirs, activité. Travail, métier, artisanat, tout ça c'est coché. Joyeux, positif. Et comme sous-concept, idée, pensée, concept. Vers le haut, montée. Et personne, famille, groupe. Vous pouvez mettre vos propositions dans le chat, on a des cadeaux. Et ici, le premier ou la première qui trouve, on a des cadeaux. Corinne vous offre son livre qui s'appelle Créativer en entreprise. Et moi, je vous offre un jeu sur l'agilité. Alors, vous pouvez vous approcher des écrans en présentiel. En distanciel, je laisse Thomas gérer les bonnes réponses. Est-ce qu'on a une bonne réponse en distanciel? Pas encore. Approche-toi. Approche-toi. Vous pouvez vous lever, aller voir les tableaux. Hein. Regarde là-bas, ils sont sur l'écran. Eh oui, je l'ai entendu. Serious Game en présentiel. Bravo. Ton prénom, c'est Isabelle. Bravo, alors, Isabelle. on a une gagnante. Bravo, Isabelle. Donc, c'était Serious Game qu'il fallait deviner avec qui est bien un jeu ou un jouet. Hein. Voilà. Et qui est à la fois travail-métier, à la fois loisir, qui est joyeux, positif, qui permet de monter en compétences. Ah ouais, il y a plein. En fait, quand maintenant on clarifie, on se dit, bah oui, évidemment, mais c'est bien sûr. Alors, on voit que c'est pas si simple. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est aussi le temps de conception. C'est-à-dire que vous pouvez optimiser en donnant des cartes, des mots-clés, par exemple, à vos stagiaires. Et par petits groupes, ils vont pouvoir réfléchir à comment ils vont le représenter. Et ensuite, on joue la partie. Donc, chaque groupe est réfléchi à comment est-ce qu'on le conceptualise, finalement. Et ensuite, il y a la partie mise en commun où chacun va chercher. Et puis, vous pouvez ou pas mettre du challenge de la première équipe. Voilà. Mais ça se joue très, très bien. Et il existe même un format géant si vous animez des formations. Voilà, ils le vendent en format géant qui fait, je sais pas, je crois que c'est 2 mètres par 2 mètres, le plateau, pour pouvoir l'animer en grand groupe quand vous animez vos formations. Donc, très facile à utiliser. Moi, je vous conseille début de 2e journée ou de 3e journée, enfin sur un 2e jour ou en début d'après-midi pour revoir ce qui a été vu au préalable. C'est un jeu qu'on va utiliser pour tout ce qui est savoir, hein. C'est-à-dire que... Alors là, on est en transition, en fin de compte. Je vais parler dans On est en micro. transition parce qu'en dans la dernière partie, Susan va nous présenter quel jeu pour quelle compétence. Oh là là, Corinne, est-ce que tu es merveilleuse? Je fais l'enchaînement, je fais l'animatrice. Vous avez donc 3 types de compétences. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Les jeux, ils ne se prêtent pas nécessairement bien à tous les types de compétences. Et en tout cas, pas tous les types de jeux pour toutes les compétences. Savoir. Les savoirs, c'est a priori pas une bonne idée de mettre des jeux pour l'acquisition des savoirs. Quand vous avez un savoir, vous vous dites, c'est pas un objectif pédagogique, mais mes stagiaires devront connaître ça. On est d'accord, c'est pas un objectif, mais ils doivent connaître tel et tel truc. Dans ce cas-là, vous vous dites, ok, je fais le deuil, c'est pas bien un jeu pédagogique. Oubliez ça. Par contre, pour réactiver les savoirs, vous les avez apportés dans votre formation, et bien là, oui, bien sûr, utilisez un jeu comme concept, utilisez un jeu comme... là, il y en a plein, j'en ai amené en expo, et puis j'en ai mis dans les supports, mais tous les jeux grand public que vous connaissez, détournez-les. Faites des Time's Up, faites des... tous ces jeux où on va faire deviner des notions, ça marche très bien. Ça marche très bien aussi pour les savoirs, pour ancrer les connaissances. Alors, on n'est pas loin de la réactivation, mais pour de l'entraînement. Si vous avez à apprendre, alors là, ça marche beaucoup pour l'acquisition des langues. Eh bien, je vais utiliser des jeux comme prétexte pour parler. J'ai appris mon vocabulaire, donc le savoir, c'est bon, je l'ai appris avant. Mais j'ai besoin que les gens parlent. Eh bien, je vais les faire parler autour de jeux comme Brin de Jazette, Speech, dont je vous ai parlé pour les images. C'est des petits jeux, ça vaut 10 €. C'est des jeux grand public que vous pouvez aller acheter dans des bonnes boutiques de jeux. On est à Rennes, terre de jeux, par exemple.
vous pouvez en tout cas utiliser des jeux comme prétexte à. Pareil pour les maths. Je peux utiliser des jeux où je vais compter beaucoup parce que finalement, c'est de l'entraînement. Donc pour les acquisitions de savoir, non. Par contre, réactivation, entraînement, OK. Ensuite, on a fait les savoirs, les savoir-faire. Et là, ça se corse. Parce que, en règle générale, les serious games que vous allez pouvoir utiliser pour l'acquisition de savoir-faire, bien sûr qu'il y en a, mais c'est souvent des jeux assez spécifiques. On va être sur... allez voir alors, les sites comme le CIPE, vous pouvez avoir des jeux dédiés. J'en ai mis certains quand vous allez recevoir. En fait, il y a des liens vers des sites qui permettent d'avoir accès à des serious games en print and play sur des thématiques. Mais il n'en reste pas moins que si je veux apprendre comme compétence la peinture et savoir comment peindre un mur, voilà, il va me falloir un jeu dédié parce que je ne vais pas trouver auprès du dans les jeux grand public, je ne vais pas trouver ce qu'il me faut. Donc soit vous le concevez, soit vous prenez des jeux déjà faits, mais savoir-faire, on est très souvent sur des jeux bien spécialisés. À la limite entre les deux, où je le ferai peut-être tester après, à la fin, on fera tester carbonique. Le dernier élément, c'est donc les savoir-être. Et là, si vous avez des formations qui doivent travailler un savoir-être, alors là, c'est génial, parce que les jeux développent naturellement le savoir-être. Et donc après, les soft skills, il faut juste savoir quel est le jeu le plus adapté. Donc après, à vous d'aller voir, vous dire, oui, effectivement, moi, je veux développer, je ne sais pas, moi, la communication. Et vous allez chez votre marchand de jeux, vous lui dites, moi, je suis formateur, formatrice, je voudrais un jeu sur la com. Et très souvent, il va vous en proposer 3, 4, 5, 10. Après, à vous de jouer, de tester, et puis de savoir comment débriefer. Donc ça va être un point important, c'est que quand vous allez faire jouer, il va falloir un temps de capitalisation. À vous de choisir s'il est intercalé dans les séquences de jeu ou à la fin, mais c'est bien un temps de monter en compétence au moment où on fait le lien entre ce qu'on veut que les apprenants apprennent et leur vécu professionnel, voilà, ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le jeu et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser et comment. Parce qu'on les a séparés, ces deux activités. Et que, oui, ils auront joué aux Indiens, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, et qu'il va falloir qu'ils comprennent que, oui, tout ce qu'ils ont mis en œuvre, ils sont en capacité de l'utiliser avec leurs collègues ou avec leurs fournisseurs. Donc oui, il y a un temps de capitalisation important que, pour le coup, vous pouvez gamifier. D'accord ? Puisque vous avez bien tous maintenant la notion entre gamifier et serious game. Je te laisse la main. Alors donc, pour pouvoir aussi passer à l'action suite à cette présentation justement de créativité, intelligence collective autour du jeu, on vous a préparé un petit tableau que j'utilise beaucoup en créativité pour passer à l'action. J'utilise souvent le terme créer-activer, c'est aussi le titre du manuel, créer-activer, créer et agir, parce que c'est l'action qui aide aussi à être créatif. Et créatif, si on reste simplement dans l'imaginaire et qu'on ne passe pas à l'action, ce n'est pas de la créativité, c'est du rêve. Donc, on a besoin de passer à l'action. Et donc, pour pouvoir passer à l'action, ce n'est pas forcément évident. Et vos participants aussi en formation, quelquefois, ils ont bien compris. Mais comment est-ce que j'active pour pouvoir passer à l'action ? Et c'est vous, effectivement, c'est aussi comment est-ce que vous allez pouvoir mettre du jeu et de la créativité dans vos formations. Donc, ce petit tableau, c'est pour vous aider, en fin de compte, à vous dire, mais finalement, c'est quoi les atouts ? Qu'est-ce que je ressors suite à cette conférence comme atout pour pouvoir utiliser du jeu ou de la créativité en formation ? Les points plus. Les points de vigilance, ça peut être aussi, qu'est-ce qui m'empêche justement de mettre du jeu et de la créativité dans mes formations ? C'est le point central. C'est le « j'ai peur de ». Oh, mais si je fais ça, j'ai peur qu'il se passe ça. Ou c'est les bonnes réponses pour pas non plus passer à l'action. Et ensuite, la case magique, c'est de se dire aussi comment faire pour transformer les points de vigilance en points d'action. Et ça, c'est une séquence que vous pouvez faire aussi en fin de session de formation pour dire, fort de tout ce qu'on a appris, c'est quoi les points positifs ? Quels sont les points de blocage ? Qu'est-ce qui va m'empêcher de passer à l'action ? Et prendre un temps de réfléchir aussi pour pouvoir réfléchir à son plan d'action, parce qu'une action de formation, c'est aussi une action de transformation. Donc, comment est-ce que je vais aussi passer à l'action ? Je vous donne un exemple. Si par hasard, ici, dans le point de vigilance, vous vous dites « je ne vais pas avoir le temps, je ne peux pas mettre du jeu parce que ça prend trop longtemps, je n'ai pas le temps dans mon programme », comment est-ce que vous pouvez faire pour ?
Moi, j'ai des idées. Hein. Et donc là, c'est aussi un outil que l'on peut utiliser aussi en fin de session de formation pour chercher aussi à passer à l'action. Et ça va être aussi un excellent outil pour aussi identifier les questions que vous avez envie, parce qu'on arrive aussi à la fin. Et on s'est dit, on va se garder après un temps un peu plus informel pour répondre à vos questions. Et donc, c'est aussi, pourquoi pas, vous avez peut-être identifié des atouts ou des points de vigilance qui vous amènent à des questionnements. Et donc, on est à votre disposition pour justement y répondre. C'est la bonne transition pour passer à l'action. C'est ça. Normalement, on est dans le timing, donc je te passe la parole. On est tout à fait dans le timing, merci beaucoup. Formellement, on va dire, on va clore en fait cette action, donc puisqu'il est 15h30. Par contre, voilà, je vous redis que pour ceux qui le souhaitent, que ce soit à distance ou en présentiel, on se garde un temps là beaucoup plus informel pour vraiment répondre à vos questions. Voilà, donc je remercie les personnes qui nous quittent et qui nous ont suivis à distance. Pour ceux qui restent, maintenant, en fait, on va vraiment vous donner la parole, c'est-à-dire que pour ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez lever la main si vous avez des questions et vous pourrez prendre et poser vos questions directement à l'oral et puis bien sûr dans la salle, continuer à poser vos questions. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup.